Bien. Alors c'est peut-être un mauvais jour pour parler de l'entreprise publique, compte tenu de petites difficultés de circulation que vous avez peut-être eues les uns et les autres. Alors, dans le temps qui m'est imparti, je voudrais présenter une fresque forcément très rapide de l'entreprise publique en utilisant le vocabulaire de la botanique et en essayant de répondre à la question suivante: l'entreprise publique est-elle une espèce hybride en voie de disparition ou une plante vivace porteuse d'avenir? Je crois effectivement que le trait fondamental de l'entreprise publique, c'est que c'est une espèce hybride. C'est une entreprise et non une administration, elle a une activité marchande, mais c'est une entreprise publique en ce sens que, à la différence des autres entreprises, son capital est majoritairement possédé par une collectivité publique. C'est elle qui porte l'action publique sur le marché. Et cette hybridité explique à la fois la faveur ou la défaveur dont elle est l'objet suivant les périodes, et en même temps, c'est de la manière dont est assumée cette hybridité que dépend la performance de l'entreprise. Alors, quelques mots sur le cadre juridique qui reste très limité. Il n'y a pas de définition omnivalente de l'entreprise publique, il faut chaque fois dire ce dont on parle. Sinon, le Conseil constitutionnel dit qu'on est en incompétence négative, arrêt Société Natixis du 1er août 2013. Pour l'État, je crois qu'on peut... le critère principal pour l'État comme pour les autres collectivités, c'est la possession de la majorité du capital par la collectivité publique. Pour l'État, il est très bien exprimé dans un texte de référence qui est l'article 133.1 du Code des juridictions financières à propos du contrôle de la Cour des comptes, qui assure la vérification des comptes et de la gestion des établissements publics à caractère industriel et commercial, des entreprises nationales, des sociétés nationales, des sociétés d'économie mixte et des sociétés anonymes, dans lesquelles, c'est ça l'élément essentiel, l'État possède la majorité du capital social. Alors, les règles spécifiques à cet ensemble d'entreprises publiques sont peu nombreuses. Il faut une loi pour les créer ou les supprimer, article 34 de la Constitution. La loi dite DSP, démocratisation du secteur public, du 26 juillet 1983, a fixé un certain nombre de principes de gestion qui sont applicables à la plupart d'entre elles, mais pas à toutes. Et plus récemment, les dirigeants des entreprises publiques se sont vus limiter le montant de leur rémunération, un décret du 26 juillet 2012, et ils ont été soumis aux obligations de déclaration de patrimoine et d'intérêts édictées par la loi sur la transparence de la vie publique. Pour le surplus, le régime diffère selon le statut, régie, établissement public, société, et selon le niveau d'intervention national ou local. Et à partir de là, se sont affirmés en France 3 modèles principaux. Les grands services publics nationaux tels que EDF, GDF, SNCF, souvent constitués sous la forme d'établissements publics industriels et commerciaux, EPIC. Les entreprises industrielles et les banques, qui ont un statut de société commerciale ou bancaire, et les entreprises locales, soit des régies, soit des sociétés d'économie mixte, soit nouvelles venues, j'en parlerai tout à l'heure, les sociétés publiques locales. Alors, je vais parler principalement, mais pas uniquement, enfin, parler de l'ensemble, mais en me centrant un peu sur les entreprises publiques nationales, en présentant les 3 visions que l'on peut avoir d'elles à partir de l'évolution qu'elles ont connue à ce jour. C'est-à-dire que pour moi, ces visions, elles se succèdent dans le temps, mais elles se superposent en même temps, parce que la première, à mon avis, est toujours présente. La première vision, c'est celle d'une pièce essentielle dans la panoplie française des acteurs publics et qui a eu une place importante dans le développement économique de la France d'après-guerre. La seconde vision, c'est celle d'une espèce en voie de disparition sous la poussée libérale et dans le cadre européen. Et la troisième vision, c'est une plante vivace qui résiste aux attaques et qui peut se révéler porteuse d'avenir. Alors, je dirais que mon expérience personnelle, elle se situe à la jonction de la période couverte principalement par la première et la deuxième vision, mais ça ne m'interdira évidemment pas d'évoquer la troisième. Alors, première vision, une sorte de fleuron dans la panoplie française des acteurs publics. Et là, je vais aller très rapidement, c'est la présentation classique avec 2 domaines importants d'intervention, services publics et politique industrielle, et un régime de gestion qui combine la poursuite de l'intérêt général et le comportement marchand. Alors, 2 domaines importants d'intervention, le service public,
les entreprises publiques sont l'acteur marchand de la fourniture de services collectifs. Alors là, je me réfère à une réflexion que j'ai développée dans un bouquin récent sur l'économie des besoins. Il y a un certain nombre de domaines dans lesquels des services collectifs sont offerts, soit sur un principe d'égalité quasi totale, et à ce moment-là, ce qui intervient, c'est des organes non marchands, par exemple dans le domaine de l'éducation ou dans le domaine de la santé, soit dans des domaines où il ne s'agit que d'assurer une égalité relative en fournissant à l'ensemble de la population l'accès aux services et en pratiquant des services, des tarifs qui lui soient abordables. Et c'est là que l'on va trouver les grands établissements publics chargés de missions de service public. Application principale, le transport, à l'époque, enfin ferroviaire et à l'époque aérien, l'énergie, la poste et les télécommunications, etc. Alors, dans ces domaines, le modèle français est celui d'un monopole national qui s'impose aux collectivités territoriales. L'exemple le plus connu étant celui de l'électricité, où les collectivités locales sont obligées de choisir comme concessionnaire Électricité de France. Et il est très différent du modèle en vigueur, par exemple, en Allemagne ou en Autriche, le modèle de la Stadtwerke, qui regroupe au niveau d'une grande agglomération l'ensemble des services publics de réseau. Par exemple, le groupe SKW, Stadtwerke Kohle Group, englobe les activités pour l'agglomération de Cologne, de gaz et d'électricité, de transport, d'enlèvement des déchets, de logement social, les piscines, etc. Donc ça, c'est le premier domaine d'intervention. Deuxième domaine d'intervention, la politique industrielle et bancaire. Et là, vous le savez, je n'insiste pas davantage, qu'il y a eu deux grandes poussées liées chacune à des événements politiques. La première, tout de suite après la guerre, sur la base du programme du Conseil national de la résistance. Et la deuxième, un peu à contre-courant de l'évolution mondiale, il faut bien le dire, après 1981, à partir du programme commun du Parti communiste et du Parti socialiste. Alors, outre ces deux missions spécifiques qui leur sont confiées, on attend à l'époque des entreprises publiques qu'elles apportent leur concours aux politiques publiques générales, parce qu'elles constituent une masse de manœuvre qui peut être importante à utiliser pour le contrôle des prix et des salaires, pour rechercher une certaine exemplarité sociale, pour établir des programmes d'investissement, etc. Et de tout cela, le bilan, personnellement, me paraît positif, à la fois en ce qui concerne l'équipement du pays et sa modernisation dans des grands domaines. Alors on peut discuter sur l'utilité du nucléaire, mais c'est quand même une réalisation importante, le TGV, l'alimentation en gaz naturel. Aussi en ce qui concerne l'accès au service public et la fourniture du service public à l'ensemble de la population et l'attachement dont il a fait l'objet de la part de celle-ci. Et je dirais même aussi, on pourrait en discuter mais n'est pas le temps, la restructuration du paysage industriel français qu'ont rendu possible les nationalisations de 1981, même si elles n'ont été que temporaires. Ça, c'est les fonctions. Le régime de gestion, il combine, comme je l'ai dit, poursuite de l'intérêt général et comportement marchand. 4 points très rapidement. L'objectif stratégique n'est pas la recherche du profit pour le profit. C'est en cela qu'il y a une différence fondamentale entre l'entreprise publique et l'entreprise privée. Il y a bien entendu une exigence d'équilibre. Il y a bien entendu la nécessité de faire face à la concurrence. Il y a la recherche d'un excédent d'exploitation. Mais cet excédent d'exploitation, il sera utilisé d'abord pour faire des investissements, pour améliorer le service. Bon, l'État, de temps en temps, retirera un petit profit, mais ça n'ira jamais très loin. Deuxième point, la gouvernance de l'entreprise. Elle met en œuvre 3 acteurs principaux. La direction qui est nommée par l'État, président, directeur général, avec au fur et à mesure du temps une prédominance présidentielle. L'encadrement issu soit des grandes écoles, soit sorti du rang, qui joue un rôle très important dans ces entreprises, avec une prééminence des premiers sortis des écoles, mais une présence réelle des seconds, ceux qui sont montés du rang. Et c'est un encadrement qui n'est pas politisé, que sans doute politiquement, je dirais plutôt de centre-droit, mais qui est toujours porteur de la culture de l'État et du service public, et qui était visiblement plus à l'aise sur les questions techniques que sur les questions de management social. Et enfin, des organisations syndicales puissantes, souvent combatives, attachées aux acquis du personnel, au statut, on le voit en ce moment. Je m'en suis pour ma part toujours accommodé, tant dans leur participation au conseil d'administration qu'elles ont su gérer, je crois, intelligemment, dans les entreprises en tout cas que j'ai présidées, que dans les relations que j'ai entretenues avec elles au niveau des comités d'entreprise et des organes de discussion sur la situation des travailleurs de l'entreprise. Troisième point, le rapport avec l'État, c'est évidemment une question essentielle. L'entreprise publique n'est pas porteuse d'une légitimité politique, elle ne définit pas les orientations, mais elle a l'expertise technique,
Et c'est elle qui, en rapport avec le marché, elle doit disposer d'une autonomie de gestion. Alors ça, c'est le schéma théorique par rapport auquel il y a deux déviations contradictoires qui peuvent d'ailleurs coexister, c'est-à-dire un contrôle tatillon qui va porter sur toutes les décisions, salaires, prix, etc., et qui va entraver l'autonomie de gestion, et inversement le phénomène de ce qu'on appelle la captation du régulateur par l'opérateur, celui-ci ayant une expertise technique qui lui permet d'imposer ses choix. On va dire par exemple que c'est EDF qui a fait la politique nucléaire de la France. Sur ce plan, le rapport Nora en 1967 avait posé des principes intéressants, notamment préconisé la pratique des contrats de plan entre l'État et l'entreprise. Moi-même, je l'ai expérimenté à la SNCF, je m'en suis fort bien trouvé, beaucoup mieux qu'au Gaz de France, où ce contrat n'existait pas au moment où je m'y suis trouvé. Et à la SNCF, j'avais tenu à ce qu'il y ait deux documents pour bien montrer qu'il y avait une autonomie de l'entreprise, le contrat de plan avec l'État et le plan d'entreprise élaboré sous sa seule responsabilité. Dernier point, le rapport avec l'usager et la société civile. Je dirais que c'est un peu l'arlésienne de notre sujet. On en parle souvent, les réalisations sont difficiles. Il est vrai qu'il y a une multiplicité et une faible représentativité des associations d'usagers. En même temps, un certain esprit de chapelle de la part des personnels de l'entreprise et la difficulté de trouver des lieux et des sujets de concertation. Néanmoins, j'ai pu constater à l'occasion de certains problèmes, notamment les difficultés dont certains se rappellent peut-être de la mise en œuvre du logiciel Socrate à la SNCF, que l'intervention des usagers permettait de traiter les bonnes questions. Depuis lors, la décentralisation du TER entre les mains des régions, par exemple, a, me semble-t-il, facilité les dialogues, mais il reste évidemment des progrès à faire dans ce domaine comme ailleurs pour passer de ce que j'appellerais un modèle trop autoritaire, tutélaire, à une pratique plus conviviale des rapports entre l'entreprise publique et la population. Et enfin, si je termine ce premier point sur la gestion du service public pris dans son ensemble, on n'a jamais eu en France, comme ça existait en Italie, un ministère des participations assurant la tutelle de l'ensemble des entreprises publiques. Donc chaque entreprise a eu sa propre tutelle et a toujours. Et on a mis en place un peu tardivement, il est vrai, après 1981, un haut conseil du secteur public qui réunissait des parlementaires, des responsables d'entreprise, des experts, des organisations syndicales et qui réfléchissait sur les problèmes du secteur. Alors il a fait des choses intéressantes, mais c'était un peu tard puisque c'est le moment où s'est opéré un changement qui m'amène à vous présenter la deuxième vision que l'on peut avoir de cette entreprise publique, c'est-à-dire celle d'une espèce en voie de disparition. C'est une orientation nouvelle qui a été, je dirais, initiée dans le cadre européen et largement répercutée en France. Alors, une orientation nouvelle, je dirais que depuis une trentaine d'années, il y a un changement de paradigme lié à la poussée du libéralisme relayée par la construction européenne. Alors, la construction européenne, à l'origine, n'était pas du tout hostile à l'entreprise publique, bien au contraire. Les pères fondateurs n'étaient pas des libéraux forcenés. Ils ont commencé avec la CECA, la communauté charbon-acier, qui faisait une large place aux entreprises publiques. Le traité de Rome a eu une approche économique, mais il a affiché sa neutralité sur la question de la propriété des entreprises, article 222 du traité de Rome, devenu maintenant 345. Mais c'est dans les années 80, avec la poussée libérale et l'adoption de l'acte unique, que le changement va s'affirmer. Et l'on voit se manifester à ce moment-là, par rapport à l'entreprise publique, deux orientations, banalisation, suspicion, d'un point que j'ai eu l'occasion de développer dans un article de la Revue juridique de l'entreprise publique qui date de 2005. Banalisation, c'est-à-dire que l'entreprise publique est considérée une entreprise comme les autres. Elle est soumise au même régime. On refuse de tenir compte de sa spécificité. On lui interdit de tirer profit de son hybridité. Suspicion, du fait de son caractère public, l'entreprise a vocation à être soutenue par l'État et elle est de ce fait porteuse de risques, l'expression est pour le jeu de la concurrence. Et par conséquent, une pression va s'exercer en faveur de sa privatisation. Si bien qu'au bout du compte, on peut se demander si l'entreprise publique n'est pas, je reprends l'expression, une espèce en voie de disparition. Et alors, j'avoue que c'est avec une certaine surprise que j'ai découvert à l'occasion de la préparation de cet exposé que la question est encore aujourd'hui posée en ces termes mêmes sur le portail de l'économie et des finances
qui est le site Internet officiel des deux ministères installés à Bercy, tel quel. Donc, quelles sont au niveau européen les principales manifestations de cette orientation nouvelle? Alors, je vais évoquer rapidement 3 points, sans entrer dans le détail de la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes. Premier point, l'ouverture à la concurrence. C'est une donnée majeure qui s'affirme de plus en plus, de plusieurs manières. Premièrement, l'introduction de la concurrence dans les grands services de réseau, énergie, transport, communication, qui va être plus ou moins rapide selon les secteurs, en fait en fonction d'une part de l'évolution technologique, si elle fait ou non disparaître les monopoles naturels, et d'autre part de la profitabilité du secteur. On va ouvrir plus vite là où il y a de l'argent à gagner. D'où une échelle, on va beaucoup plus vite pour les télécommunications et on va beaucoup moins vite pour le chemin de fer, le transport aérien et l'énergie, c'est situé entre les deux. Deuxième application des règles de concurrence, toutes celles qui concernent la commande publique et ce qu'on appelle dans le jargon communautaire le in-house, je vais y revenir. Troisième application, une tendance à l'extension de la notion de service industriel, service d'intérêt économique général au sens du traité européen qui permet dans certaines conditions, enfin, qui est par conséquent soumis aux exigences de la concurrence. Cette extension se fait en direction des... Enfin, il y a toute une série de discussions concernant les services sociaux, la protection sociale, etc. Tout cela étant aujourd'hui régi par ce qu'on appelle le paquet Almunia, dans le jargon communautaire, puis une communication de la Commission du 20 décembre 2011. Et je note d'ailleurs au passage alors l'absurdité de la terminologie de service d'intérêt économique général, car pour moi, tous les services collectifs sont d'intérêt économique. Il est évident que l'éducation, la santé, qui ne sont pas considérés comme des services d'intérêt économique général par la communauté européenne, sont une production publique et ont une portée économique aussi grande que celle de l'industrie de l'habillement ou des agences de tourisme. Donc ça, c'est la première application, l'ouverture à la concurrence. Deuxième application, le régime des aides d'État, avec la théorie qui a été mise en avant, qui est la théorie de l'investisseur avisé. C'est-à-dire que l'État doit se comporter vis-à-vis des sociétés, des entreprises publiques, comme le ferait un investisseur privé avisé agissant sur le marché. Et tout avantage allant au-delà de ce comportement est considéré comme une aide publique et par conséquent, sauf exception, prohibée. Alors, à noter au passage que l'actionnaire privé, lui, n'est pas du tout soumis à cette obligation d'être avisé. Il peut être complètement inconséquent, mais ça, personne ne lui reprochera. Et alors, ce contrôle du comportement de l'investisseur avisé porte sur les contributions financières. Alors, c'est un arrêt Halsmark, on le comprend, mais porte aussi sur le régime des garanties et porte aussi même sur la communication publique. Alors là, je renvoie à 3 arrêts récents. Un arrêt France Télécom en 2011 de la Cour de communauté européenne, de justice des communautés européennes. Un arrêt pour 2011 s'était posé le problème. Alors finalement, il n'a pas été tranché dans cet arrêt de savoir si des déclarations rassurantes faites par un ministre sur l'avenir de l'entreprise ne devaient pas être considérées comme une aide d'État. EDF 2012, un arrêt important parce qu'il fait la distinction entre le comportement de l'État actionnaire et le comportement de l'État puissance publique. Et Poste, un arrêt tout récent, 3 avril 2014, qui confirme une jurisprudence selon laquelle la garantie implicite et illimitée dont bénéficiait la Poste en raison de son statut public constitue une aide d'État et justifie par conséquent la transformation de la dite Poste en société anonyme. Enfin, troisième application au niveau européen, la poussée vers la privatisation. Alors là, il y a une hypocrisie toute particulière des instances européennes, parce que l'article 222 est toujours en vigueur, neutralité théorique sur ce point, mais en fait, pression de toute nature, soit à l'occasion d'une opération particulière de sauvetage d'une entreprise qu'on autorisera à condition qu'elle soit privatisée, soit vis-à-vis, j'ai pu suivre ça de près il y a quelques années, des pays candidats à l'accession à qui on explique que pour être vraiment de bons candidats, il faut qu'ils commencent par liquider une partie de leur secteur public, soit, on le voit aujourd'hui, vis-à-vis des pays du Sud,
dans le cadre des opérations en cours d'austérité budgétaire, et l'exemple grec étant non pas le seul, mais étant particulièrement illustratif à cet égard. Et alors, qu'elle soit de gauche ou de droite, je vais en terminer avec cette deuxième vision, la politique menée en France s'est inscrite dans cette perspective. 3 glissements corrélatifs, les privatisations proprement dites, de transfert de propriété au secteur privé, qui, à partir de 1986, vont sortir du secteur public tout le volet banque et une grande partie des entreprises industrielles, les passages du statut, pour la raison que je viens d'indiquer, d'établissement public à celui de société commerciale pour EDF et pour la Poste, et l'abandon de la mission de service public dans certains secteurs, comme celui des télécoms. Et au bout du compte, on débouche aujourd'hui sur un secteur public rétréci par rapport à la situation ante 1981. Il est désormais réduit à sa plus simple expression dans le secteur financier, où il se réduit à la Caisse des dépôts, la BPI et la Banque postale. Il reste cependant conséquent, avec les monopoles naturels que constituent RFF, jusqu'à quelques jours, et GRDF, les grands services publics tels que la Poste ou la SNCF, que l'on renonce à privatiser pour des raisons sociales, risque de conflit, ou financières, faible profitabilité, et les entreprises d'intérêt stratégique comme Areva. Dans le même temps, certaines banalisations au niveau du droit du travail. Dans le même temps également, c'est un phénomène important à noter sur lequel je vais revenir, et en liaison avec les pays dans lesquels cette dimension est fortement présente, on essaye en France de préserver les instruments de l'action publique au niveau local, et c'est la loi de 2010 qui crée la catégorie nouvelle des EPL, entreprises publiques locales, qui sont des entreprises entièrement publiques créées par les collectivités locales, et cette forme a été nécessaire pour permettre aux collectivités locales de pouvoir bénéficier de la jurisprudence dite in-house, qui permet à une collectivité publique, lorsqu'elle veut faire quelque chose, de le faire elle-même ou de le faire faire par quelqu'un qu'elle contrôle directement. Si ça avait été une société d'économie mixte, ça ne rentrait pas dans le cadre, donc on a créé les EPL. Et enfin, dernier acte de cette période que j'ai ressenti tout particulièrement puisque j'étais membre de cet organisme, la toute première décision de la RGPP, la révision générale des politiques publiques, a été la suppression du Haut Conseil du secteur public, dont j'avais à l'époque l'honneur de faire partie. Voilà. Et alors j'en arrive maintenant. Est-ce qu'il faut considérer que c'est fini? Je ne le pense pas. C'est donc la troisième vision que l'on peut avoir. J'ai encore 10 minutes. 5 minutes. Une plante vivace porteuse d'avenir. Alors je crois, pour ma part, à l'avenir de l'entreprise publique, parce que je crois que l'État, je reviens à ce que disait Mme Frison-Roche tout à l'heure, a besoin d'un instrument d'intervention sur le marché. Je voudrais souligner là maintenant que même si cette dimension de l'action publique est relativement plus développée chez elle que dans d'autres pays, la France ne constitue pas une exception. Et c'est la raison pour laquelle je voudrais là maintenant faire un panorama en d'abord regardant les évolutions en cours au niveau mondial, en regardant ensuite comment le problème se pose au niveau européen, avant de revenir enfin au cas français. Alors, vu au niveau mondial, l'évolution en cours concernant la propriété des entreprises n'est pas unidirectionnelle, contrairement à ce qu'on peut penser. Il y a certes un mouvement puissant de privatisation qui continue à s'exprimer, mais il n'est pas à sens unique. Il y a, je renvoie aux études de l'OCDE, et une grande recherche en cours d'un organisme que je connais bien, qui s'appelle le CIRIEC, qui suit à la fois les problèmes d'économie sociale et d'économie publique, et qui va déboucher sur la présentation d'une série d'études à Paris, probablement au début 2015. Parmi ces études, il y en a une dirigée par le professeur italien Florio, qui a analysé tous les mouvements de privatisation ou de publicisation, comme ils disent, entre entreprises publiques et entreprises privées de 2002 à 2012. Et il en ressort notamment, premièrement, qu'il y a eu des mouvements dans les deux sens et qui se sont relativement équilibrés, les privatisations ayant dominé dans les pays de l'Est, les publicisations ayant été assez fréquentes dans les pays émergents. Une poussée de nationalisation en majorité temporaire, mais importante, s'est manifestée avec la crise de 2008 et dans les années qui ont suivi. Les prises de contrôle, alors ça c'est intéressant, de contrôle d'entreprises publiques par le privé, sont souvent des cibles publiques plus performantes que ne le sont leurs acquéreurs privés, alors que l'inverse se produit pour les prises de contrôle d'entreprises privées par des entreprises publiques, ce qui pourrait accréditer l'idée que les États
vendraient leurs bijoux de famille pour se procurer des ressources en période de restriction budgétaire et qu'ils continueraient à venir au secours des entreprises en difficulté. Les mouvements haute constatation, dans un sens comme dans l'autre, sont souvent, comme on dit dans cette étude, cross-border, internationaux, ce qui montre que les entreprises publiques et privées, publiques comme privées, s'insèrent les unes et les autres dans le moment actuel de mondialisation. Et enfin, ça n'étonnera personne, les extensions réalisées par le secteur public ont tendance à se concentrer vers les activités connotées d'une manière ou d'une autre à l'intérêt général, transport, énergie, secteur financier. Et l'entreprise publique reste donc largement présente, et il n'est pas exclu qu'elle soit appelée à retrouver dans l'avenir une nouvelle importance. Il suffit de réfléchir un peu. Il y a eu une crise en 2008 qui a provoqué un fort mouvement dans ce sens, il peut y en avoir d'autres. Et si on va un peu plus loin, il n'est pas exclu non plus que la survenance de dérèglements climatiques majeurs, rendant nécessaire des innovations technologiques radicales et le déploiement de moyens d'intervention à rentabilité aléatoire, conduisent à recourir davantage à ce type d'intervenants. Alors, ça, c'est au niveau mondial. Alors, que se passe-t-il en Europe Eh bien, en Europe, la bataille autour de l'entreprise publique est toujours en cours et son issue n'est pas acquise. Alors, cette bataille est en cours depuis l'acte unique de 86. J'y ai moi-même participé à l'époque comme président du Centre européen de l'entreprise publique. L'entreprise publique a vu son domaine se réduire, sa marge d'action diminuer. Pour autant, elle garde sa place dans l'Union et elle devrait pouvoir un jour s'affirmer au niveau de l'Europe prise dans son ensemble. Alors, très rapidement, elle garde sa place dans l'Union autour de deux places fortes, je n'insiste pas. Premièrement, le service public, où là, il y a toute une théorie qui a été faite autour de la notion de service d'intérêt économique général qui a été stabilisée par le traité de Lisbonne, son article 14, le protocole 26, qui reconnaît au nombre des valeurs communes de l'Union le rôle essentiel et large pouvoir discrétionnaire des autorités nationales, régionales et locales pour fournir, faire exécuter et organiser les services d'intérêt économique général d'une manière qui réponde autant que possible aux besoins de la population. Et deuxième place forte, les entreprises locales, où la capacité de résistance est plus forte, où nous, Français, nous avons le concours d'autres pays qui ont la même expérience et où on peut par conséquent se battre dans de meilleures conditions. Si bien qu'en France, par exemple, une organisation que je connais bien comme le Centre européen de l'entreprise publique se rééquilibre actuellement en direction des entreprises locales, alors que précédemment, c'était les entreprises nationales qui étaient sa branche principale. Donc l'entreprise publique garde sa visibilité au niveau des États membres. Alors, le deuxième aspect de la bataille, la deuxième ligne de front, qui, moi, m'est chère, même si elle est jusqu'à présent très limitée, c'est que, pourquoi pas, une entreprise publique, des entreprises publiques européennes. Dans la logique d'une construction européenne équilibrée, qui aurait d'une part fait la concurrence, mais d'autre part développé des activités d'intérêt général, ça aurait pu aller de soi. Ça n'a pas été le cas. Il y a eu certaines initiatives dans ce sens, l'aide à certains investissements publics, l'encouragement à l'interopérabilité des réseaux, mais ça peut aller plus loin, notamment à partir d'une notion qui existe maintenant dans le droit communautaire, qui est la notion d'entreprise commune. Alors, je ne développe pas ce point. Cette notion d'entreprise commune, elle apparaît uniquement dans le chapitre qui concerne la recherche et l'espace, etc. Il y a une dizaine d'entreprises communes qui ont été créées. Et l'une des plus importantes, ou la plus importante, c'est intéressant, c'est Galileo, qui est l'organisation européenne qui gère les satellites de communication et qui veut permettre à l'Europe de s'affranchir du GPS américain, qui fait fonctionner un assez grand nombre de satellites, qui fournit des services dont les uns sont hors marché et dont les autres sont aux particuliers et dont les autres sont en marché aux professionnels, et dont l'Europe a été obligée d'admettre à partir de 2007 qu'il fallait qu'elle soit financée publiquement, parce qu'initialement, on voulait un partenariat public-privé qui n'a pas marché. Donc, il y a, à mon sens, des possibilités dans ce sens-là. Pour autant, il faudrait sans doute aller plus loin si l'on veut satisfaire les attentes politiques qui se sont exprimées dans des scrutins récents. Alors, ça, c'était le niveau européen, pas le niveau mondial, le niveau européen. Alors, au niveau français, je termine tout de suite là-dessus. L'entreprise publique garde en France les deux points d'appui que sont pour elle le service public et la politique industrielle. Alors, le service public, je n'en reparle pas, hein, donc je gomme. Il est intéressant de noter que le second point d'appui, que l'on pouvait croire en abandon
avec les privatisations qui sont succédées depuis 1986, tient bon lui aussi, et que l'on assiste, me semble-t-il, à un certain renouveau de la politique industrielle. Et là, je rejoins très directement ce que disait tout à l'heure Mme Frisan-Roche. La France s'est dotée en 2004 d'un instrument efficace, relativement, l'APE, l'Agence de participation de l'État, qui est un service à compétence nationale. Il est placé sous l'autorité d'un commissaire à participation publique. C'est en quelque sorte le fonds souverain de la République française. Et cette APE combine son intervention avec la Caisse des dépôts, qui joue aussi un rôle. Alors, la Caisse des dépôts, elle est jalouse de son autonomie. On l'appelle dans les couloirs ministériels la principauté de la rue de Lille, parce qu'elle considère qu'elle ne dépend que du Parlement. Mais Caisse des dépôts et APE agissent ensemble, notamment au sein de la Banque publique d'investissement. La base de manœuvre sur laquelle s'appuie ce dispositif est loin d'être négligeable, car la France est parmi les pays de l'OCDE celui dans lequel les participations minoritaires supérieures à 10% dans les sociétés privées sont les plus nombreuses, dans l'énergie, la défense, les transports, les assurances, la construction automobile, on en parlait tout à l'heure, les médias. Et enfin, je dirais qu'on voit se manifester dans les années récentes, aussi bien sous la présidence précédente qu'avec le ministre actuel, un volontarisme renouvelé, parfois brouillon, mais sympathique, et dont témoigne la prise de participation dans le capital de PSA et les grandes manœuvres en cours dans le dossier Alstom. Alors, quelle politique s'exprime à travers ces interventions? Je suis en train de sortir de mon sujet, parce que ça n'est plus les entreprises publiques, c'est des entreprises à participation minoritaire, donc je n'irai pas plus loin, mais je pense que c'était important à signaler. Alors voilà, j'en ai terminé. Comment voir aujourd'hui l'avenir de l'entreprise publique? Elle est tiraillée, elle est tirée de deux côtés contradictoires. D'un côté, il y a la poussée libérale qui continue à s'exercer et qui conduit l'entreprise publique à recourir à des méthodes de gestion inspirées du privé, à infléchir son comportement en fonction des cours de bourse, à s'insérer dans un processus de mondialisation. Mon ancienne entreprise se présente maintenant comme un grand groupe de transport multimodal à l'échelle internationale. Mais d'un autre côté, il y a aussi des exigences citoyennes qui poussent à l'ouverture sur l'environnement social, à l'affirmation de la dimension locale, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'aménagement urbain. Il y a une liaison possible avec les initiatives dont on parlait tout à l'heure du côté de l'économie sociale. Il y a des retombées actuelles de la réflexion dont vous avez, je crois, parlé ce matin, sur laquelle moi je continue à trouver un peu fumeuse, sur le commun, mais après tout, pourquoi pas du côté des entreprises publiques. Et je dirais, pour revenir sur mon langage botanique, qu'il y aura peut-être, il est souhaitable même qu'il y ait de nouvelles variétés, mais que je pense que l'espèce va continuer à prospérer.